Chère Fluffy Méridienne, cher Fluffy Méridien, bonjour. La Journée internationale pour la liberté de l'instruction souligne le droit fondamental de chaque enfant et adulte à recevoir une éducation, mais aussi la liberté des familles de choisir la manière dont elles souhaitent instruire leurs enfants. Elle invite à réfléchir aux différentes formes d'apprentissage dans le monde d'aujourd'hui. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Préférez-vous apprendre à l'école, à la maison ou ailleurs? Cette question amène à comparer différentes façons d'apprendre. Certains préfèrent l'école pour retrouver leurs amis et bénéficier de l'aide immédiate des professeurs. D'autres choisissent la maison pour travailler plus calmement, parfois grâce à des dispositifs d'enseignement totalement à distance, comme le CNED en France, qui permet de suivre des cours depuis chez soi. D'autres encore apprécient des lieux comme une bibliothèque, un musée ou même la nature pour découvrir de nouvelles choses d'une manière différente et plus concrète. Deuxième question. Préférez-vous apprendre seul ou avec d'autres? Cette question invite à réfléchir aux habitudes d'apprentissage. Apprendre avec d'autres peut être plus motivant et favoriser l'échange d'idées, tandis qu'apprendre seul permet souvent une meilleure concentration et un rythme adapté. L'essentiel est de reconnaître que différentes approches peuvent être efficaces selon les besoins et les préférences de chacun. Troisième question. Connaissez-vous quelqu'un qui fait l'école à la maison? Qu'en pensez-vous? Cette méthode d'enseignement à domicile peut sembler très différente du système scolaire classique. Certains la considèrent pratique et personnalisée car elle permet d'avancer à son propre rythme, de choisir des contenus adaptés aux besoins de l'enfant et d'offrir un environnement plus calme. D'autres, en revanche, estiment que l'école reste essentielle. Elle favorise la socialisation, l'apprentissage du travail en groupe, le respect des règles communes et la construction d'amitié, c'est-à-dire des aspects importants pour le développement personnel et citoyen. La Journée nationale du slow food met en avant un mouvement qui défend une alimentation locale, de saison et respectueuse de l'environnement. Ce mouvement s'oppose à la logique de la restauration rapide et invite à savourer des repas de qualité tout en soutenant les producteurs locaux. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Préférez-vous manger local et de saison ou acheter ce que vous voulez, quand vous voulez? Cette question invite à exprimer un choix personnel et à le justifier. On peut dire que manger local et de saison soutient les agriculteurs, réduit la pollution liée au transport et offre des produits plus frais et savoureux. Par exemple, une tomate cultivée en été, tout près de chez soi, aura bien plus de goût qu'une tomate importée en hiver. À l'inverse, certains apprécient la liberté d'acheter ce qu'ils veulent toute l'année, même si ces produits viennent de loin, car cela leur permet de varier leur alimentation, de profiter de fruits et légumes hors saison et de découvrir des produits exotiques
qu'ils ne pourraient pas goûter autrement. Une réponse équilibrée peut reconnaître l'attrait de la variété tout en soulignant les avantages écologiques et gustatifs du local. Deuxième question. Pensez-vous qu'il soit important de prendre le temps de cuisiner et de manger? Cette question amène à réfléchir au rythme de vie moderne. Prendre le temps de cuisiner permet de choisir de bons produits, de partager un moment convivial avec ses proches et de mieux apprécier les saveurs des plats. En revanche, manger trop vite peut nuire à la digestion, diminuer le plaisir gustatif et donner l'impression de ne pas avoir vraiment profité du repas. Une réponse structurée peut conclure qu'un repas lent favorise non seulement la santé, mais aussi les relations sociales. Troisième question. Comment pouvez-vous participer au mouvement Slow Food dans votre vie quotidienne? Cette question pousse à proposer des actions concrètes. D'abord, dans le choix des produits, on peut acheter des aliments locaux et de saison, soutenir les marchés de producteurs ou éviter les produits suremballés. Ensuite, dans la préparation des repas, on peut préparer des plats maison, réduire le gaspillage alimentaire et faire pousser quelques herbes ou légumes chez soi ou dans un jardin partagé. Enfin, dans la manière de partager et de consommer, on peut organiser des repas avec des amis et des voisins, choisir des restaurants qui privilégient des pratiques respectueuses de l'environnement et prendre le temps de savourer les repas sans précipitation. Ces gestes contribuent non seulement à soutenir une alimentation plus durable et responsable, mais aussi à préserver les savoir-faire culinaires locaux qui font partie du patrimoine culturel. La réponse attendue montrerait que chacun peut contribuer, même à petite échelle, à une alimentation plus durable. La Journée internationale de la démocratie, proclamée par l'ONU, rappelle que la démocratie ne se résume pas aux élections. Elle implique des droits, des libertés et une participation active des citoyens. Elle invite à réfléchir aux défis contemporains pour préserver et renforcer les institutions démocratiques. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Selon vous, qu'est-ce qui définit une démocratie aujourd'hui? Suffit-il d'organiser des élections? Cette question ouvre un débat sur la définition du système démocratique. Organiser des élections libres est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Une démocratie repose non seulement sur la participation citoyenne, mais aussi sur la séparation des pouvoirs, où l'exécutif, le législatif et le judiciaire restent indépendants, afin que tout abus d'autorité soit évité. Une démocratie authentique implique également le respect des droits humains, c'est-à-dire la protection de la dignité et des libertés fondamentales de tous. De plus, la liberté de la presse doit être garantie pour que les médias puissent informer et critiquer sans censure. Enfin, la transparence est indispensable. Les décisions et les actions du gouvernement doivent être claires et accessibles aux citoyens pour permettre un véritable contrôle public. Une réponse approfondie peut conclure qu'une démocratie vivante exige à la fois un contrôle citoyen permanent pour que les décisions restent transparentes et responsables, et des institutions solides capables de garantir les droits, d'assurer l'équilibre des pouvoirs et de résister aux crises.
Deuxième question. Quels sont les défis actuels auxquels la démocratie est confrontée dans le monde? Cette question invite à identifier plusieurs menaces. Parmi elles figure la montée des régimes autoritaires qui fragilisent les libertés fondamentales, la désinformation et les fausses nouvelles qui manipulent l'opinion publique, ainsi que la polarisation politique qui divise profondément les sociétés. S'ajoute à cela la corruption et l'influence excessive de l'argent dans la vie publique qui sapent l'égalité et la confiance dans les institutions. On peut également mentionner la crise de confiance des citoyens envers leurs dirigeants et l'abstention électorale, signe d'un désintérêt et d'un scepticisme croissant. Une réponse développée peut relier ces défis aux transformations technologiques et sociales actuelles, comme le rôle des réseaux sociaux ou la mondialisation, tout en soulignant la nécessité de renforcer l'éducation civique, la transparence et la participation citoyenne pour préserver des démocraties vivantes et solides. Troisième question. Comment les citoyens peuvent-ils participer activement à un système démocratique? Cette dernière question conduit à explorer différents moyens d'engagement. Certes, voter constitue une étape essentielle, mais au-delà de ce geste, d'autres formes de participation sont tout aussi fondamentales. Ainsi, participer à des associations permet de soutenir des causes locales ou nationales tout en renforçant le lien social. De surcroît, s'informer de manière critique aide à mieux comprendre les enjeux et à éviter la désinformation. Par ailleurs, dialoguer avec ses élus offre l'occasion d'exprimer des préoccupations concrètes et d'influencer directement les décisions publiques. De même, manifester pacifiquement permet de défendre des valeurs ou des droits de façon visible et respectueuse. Enfin, contribuer à des projets collectifs, qu'il s'agisse d'initiatives de quartier, de débats publics ou de plateformes collaboratives, renforce la cohésion et donne vie à la démocratie au quotidien. Une réponse nuancée peut conclure que la démocratie repose sur une implication continue et diversifiée et que chaque geste citoyen renforce le système dans son ensemble. Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.